Hello à toutes et à tous et bienvenue sur le dernier épisode de Gatemery. Je suis Lisa O'Mara, la fondatrice de PR Lab, qui est une agence de relations publiques, et Enger m'a fait l'honneur d'animer ce dernier épisode. Donc ce dernier épisode, il va être un peu spécial, parce qu'on va aller à la rencontre d'Enger comme vous ne l'avez jamais vu pendant ces 4 ans. Elle a toujours été derrière le micro. Elle a toujours interrogé des personnes différentes, des CEO, des écrivains, des chanteurs, enfin vraiment de tout, des sportifs. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller explorer quelle est sa vision de la réussite, quelles leçons elle retient de ces 4 ans de podcast. Et surtout, vous allez la découvrir comme vous ne l'avez jamais vue. Et on va aussi parler du lancement du livre de Enger qui s'appelle Les Inattendus, qui vient de sortir. On va parler de ses projets, de l'avenir. Voilà, c'est un peu une grosse rétrospective et un point sur la suite. Bonne écoute! Hello Enger. Hello Lisa. Je suis hyper contente qu'on se voit aujourd'hui et c'est pour un épisode spécial puisque c'est le dernier épisode de Gatemery. Ouais, je suis trop émotive, c'est horrible. C'est trop bizarre. C'est hyper bizarre parce que justement on s'est rencontrés il y a 4 ans. Ouais. Pour ceux qui nous connaissent pas, donc moi je suis Lisa O'Mara et on s'est rencontrés il y a 4 ans grâce à Fatou qui est une amie commune qui nous avait mis en contact parce qu'à ce moment-là tu étais en train d'explorer un peu toutes les questions autour du travail, ou ta relation au travail et ta vision du travail et tu m'avais fait un petit questionnaire, une petite enquête justement sur ma vision à moi. Et moi en plus c'était pendant mon anniversaire, donc franchement voilà, c'est ça. C'était la pire année parce que mon anniversaire je fais pas ça normalement. Ouais, c'était le jour de ton anniversaire, le 7 mai. Et en plus, c'était en plein pendant le Covid. Ouais. Faut pas qu'on oublie. Et donc, on était encore... je crois qu'on était encore sous restriction, confinement et compagnie. Oui, bien sûr. On ne pouvait pas sortir. Ouais. Et on a attendu quelques semaines. Je crois en été, on s'est vu. Ouais. Même quelques mois. On s'est vu pour la première fois. On a pris un café à Belleville, puisque tu habitais à côté à l'époque. Moi aussi, j'habitais à côté à l'époque. Et puis, on a parlé du podcast. Et tu m'as dit, je vais lancer Gatemery. Tu avais déjà fait quelques interviews. Et franchement, 4 ans après... Franchement, bravo, t'en es à ton presque 100e épisode. Hein. Non, plus. Ouais, parce qu'en fait, il y a les épisodes, il y a les récits de vie, donc 100, oui. Et après, t'as les épisodes tips, donc ouais, je pense 150. Ouais, 150 épisodes, c'est énorme. Franchement, bravo déjà pour le parcours. Merci. Donc, je suis hyper émue qu'on fasse le dernier ensemble, parce qu'on a déjà fait plusieurs épisodes bilan, mais là, l'idée de cet épisode, ça va vraiment être d'aller explorer un peu qui est Enger. Bon, du coup, je te laisse voilà. La main, pour le coup, sur cet épisode. Et j'ai un peu peur, ouais, je t'avoue, mais... Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que moi, je te connais, mais là, on va aller vraiment dans le deep. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je vais découvrir aussi. Donc, je pense que ça va être une conversation très intéressante. Alors déjà, pour moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast ? Je pense que je l'ai un peu dit en filigrane, en tout cas. Moi, j'ai créé ce podcast parce que... en 2020, effectivement, je suis rentrée à Paris en 2020 après une longue période à l'international. Même si je revenais régulièrement à Paris, j'habitais plus à Paris en soi. Donc l'appartement que j'avais effectivement à Paris, je le sous-louais beaucoup. J'ai pas le droit. Il était magnifique. Hein. Pas le droit, mais je le sous-louais beaucoup. Et en fait, je suis revenue en février 2020 à Paris. Avant, j'étais en Éthiopie. Et donc, en fait, je suis rentrée à Paris après... c'était vraiment une longue traversée du désert. C'était vraiment très, très compliqué, cette période. Et je me posais énormément de questions de qu'est-ce que réussir sa vie. En fait, je me posais la question de, OK, j'ai fait plein de choses, mais en vrai, je cours derrière quoi ? Et qu'est-ce qui m'a amené à faire tout ça ? Vers quoi je vais ? Vers quoi je cours, etc. Et je me suis posé cette question de la réussite et je n'avais pas les réponses. Et c'est comme ça que d'abord, ce que j'ai fait en premier, c'est de demander à des amis, Fatou notamment, est-ce que tu as des amis autour de toi qui galèrent comme moi ? Moi, je me disais vraiment, est-ce que je suis folle ou est-ce que je suis la seule à vivre ça ? Est-ce que je suis la seule à me poser des questions de cet ordre-là ? Et comme c'était le Covid... Je pense qu'il y a aussi un jeu de circonstances qui a fait qu'il y avait plein de gens qui se posaient des questions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler à des personnes comme toi, avec plein d'autres personnes qui partageaient les mêmes préoccupations que moi sur la réussite, sur est-ce que ce qu'on fait a du sens, est-ce qu'on a envie de continuer sur cette voie, etc. Et c'est après avoir récolté toutes ces réponses de personnes qui me ressemblent, en tout cas, je me suis dit, en fait, je ne suis pas la seule et on est beaucoup à se poser cette question. Donc, il faudrait aller chercher d'autres réponses. Et c'est comme ça que j'ai pensé au podcast et à aller voir des personnes qui d'abord étaient dans mon entourage. Donc, les premiers épisodes que j'ai faits, c'est avec Gaël Faye, avec Elisabeth Moreno, etc., des personnes qui étaient déjà dans mon entourage.
pour pouvoir lancer ce podcast. Et ouais, 4 ans après, presque 4 ans, 3 ans et demi en vrai. 3 ans et 7 mois. Mais en fait, tu l'avais quand même commencé. Et je me souviens que tu avais déjà enregistré quelques épisodes. Ouais, en juin. En juin, donc en vrai, là, on est oui, c'est vrai, ça fait 4 ans. On est au mois de mai. Oui, c'est vrai. En juin, j'avais enregistré pour lancer en septembre. Ça fait vraiment 4 ans. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, vraiment, ta patte podcast a commencé il y a 4 ans, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu retiens pour l'instant, en fait, si tu dois te rappeler de tes premiers épisodes par rapport à maintenant, qu'est-ce que tu en retiens? Mes premiers épisodes, alors, mes premiers épisodes, c'est très drôle parce que je me souviens encore, à chaque fois quand je vois les épisodes filmés, où je suis là à parler devant l'écran, etc., je me dis, mon Dieu, parce que mes premiers épisodes, pour te dire, je les faisais dans le noir, déjà, c'était mon rituel. Je le faisais à distance, certains, dans le noir, et souvent, avant ou après mes épisodes, je fonds en larmes. Ça se voit, c'est ça qui est drôle, parce que quand les gens me disent « t'as un dynamisme », etc. Parfois, il y a des épisodes, je me dis « mais je me souviens très bien avant cet épisode-là, mais j'étais au bout de ma vie ». Mais par contre, voilà, je pense que j'ai un dynamisme un peu naturel qui fait que ça se voit pas. Mais mes premiers épisodes, c'était ça. C'est que, et je suis toujours étonnée que mes invités, ceux que je connaissais pas notamment, aient accepté de enregistrer un podcast sans me voir. Ils ne savaient même pas qui j'étais, ils savaient pas, enfin, ils avaient une présentation que je leur envoyais. Mais il n'y avait pas, parce qu'aujourd'hui, ce serait naturel de faire un podcast à distance, mais de mettre la caméra. Exactement. Moi, je posais même pas la question, je leur donnais même pas le choix, en fait. J'avais pas d'option. J'avais plein d'eczéma, j'avais plus de cheveux, enfin, pas de sujet. C'était impossible pour moi de me montrer. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à d'abord déjà à parler un peu plus dans les podcasts, après à faire... le podcast vidéo, je l'ai fait au bout de 2 ans. Donc tu vois, longtemps après, quoi. Exactement. Bah, c'est bien parce qu'au moins, on voit une belle évolution déjà depuis. Mais avant de parler de cette belle évolution par rapport au podcast, j'aimerais bien qu'on revienne à ton enfance parce que je pense que toutes les racines de nos vies et tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à l'enfance. Est-ce que tu peux nous dire qui était la petite Enger et comment tu étais quand tu étais enfant? Comment j'étais quand j'étais petite? Moi, quand je pensais, c'est marrant parce que c'est des choses que j'ai demandé à ma mère, mon père, mes sœurs, par la thérapie notamment. mais je pensais que j'étais dynamique comme je le suis aujourd'hui, mais pas du tout. Genre, j'étais calme. J'étais assez introvertie dans ma tête. Je lisais beaucoup. On n'avait pas de télé quand on était petite. Donc voilà, ça aide aussi à ça. À l'imagination. Voilà, donc la lecture notamment. Et moi, il s'avère quand j'étais petite, j'étais bègue. Et je l'étais jusqu'à mes 18 ans, enfin, mes adolescence, pas 18 ans, mais jusqu'au lycée. Ah ouais? Ouais, jusqu'au lycée. Donc j'étais vraiment bègue et tout le monde le savait, et voilà. Et en fait, le fait, quand t'es bègue, mine de rien, t'as plein de choses que tu veux exprimer. Mais tu peux pas parce que même mes sœurs, elles étaient toujours de ma gueule quand on s'embrouillait, elles me disaient, toi, tu sais pas parler, et t'es là, tu peux pas parler, tu peux pas t'exprimer. C'est drôle, tu peux rigoler. Franchement, je t'avoue, j'ai pas envie de rire, je suis en train de t'imaginer bègue. J'arrive pas à t'imaginer parce que tu parles tellement... Enfin, pour moi, t'es une des personnes qui a une des plus belles éloquences dans mon entourage. Donc honnêtement, non, j'étais bègue. Je me rends vraiment pas compte. Ouais. En fait. Non, mais mes amis, mes amis du collège, du lycée, enfin ça va. C'est incroyable. Là, j'ai une amie récemment dont son fils commence à développer un bégaiement et qui m'a appelé direct. Comment on fait? Parce que elle sait que je suis bègue. Du coup, moi, j'ai aucun problème à donner les tips et tout. Donc moi, j'étais chez un orthophoniste pendant très très longtemps. Donc pendant que mes potes allaient jouer ou quoi, moi j'étais toujours j'étais à l'orthophoniste. J'ai passé énormément de temps chez l'orthophoniste pour travailler ça, et aujourd'hui ça va. Mais oui, du coup, quand t'es bègue, t'es quand même dans le monde des idées. Toi, t'as plein de trucs que tu veux dire, tu peux pas les dire, t'es dans ta tête. Et moi, j'ai beaucoup été dans ma tête, beaucoup été dans ma tête pendant très longtemps, hein, et je le suis toujours. Hein, j'ai un côté très perché, comme j'aime dire. Et après, quand j'étais petite, j'étais quand même joviale, hein, mais quand même dans mon coin. Je suis la dernière chez moi, je suis la plus petite. Du coup, j'étais aussi la chouchoute de mes parents, toujours à aller me fourrer sur les jupes de mon papa ou de ma maman, enfin sur la jupe de ma mère plutôt. Tu vois, vraiment très proche de mes parents, ouais. Et petite, j'étais comme ça. Et justement, tu disais que le fait d'être bègue quand tu étais petite, tu étais vraiment dans ton monde imaginaire. Donc j'imagine que ça t'a permis de rêver, ça t'a permis en fait d'imaginer, même de visualiser quand tu étais petite, même si à l'époque on savait pas ce que c'était. Bien sûr. Et du coup, de quoi tu rêvais quand tu étais petite? Moi, j'ai toujours rêvé de voyage. C'est vraiment un truc, et c'est pour ça à chaque fois je me dis,
Je me posais la question de la réussite, mais je pense que j'ai atteint un niveau de réussite à un moment T pour avoir accompli ça. Parce que moi, quand j'étais petite, je rêvais. Le Petit Prince, c'était mon gars sûr, tu vois. Vraiment. Genre, moi, j'adorais qu'il y ait dans chaque planète, aller discuter, s'émerveiller, rencontrer des gens. C'était vraiment mon truc que je kiffais vraiment. Et ça, j'ai pu le faire par le temps. Mais vraiment, moi, je rêvais de voyager. Je savais pas, j'avais pas d'idée de métier, j'avais pas d'idée. Moi, ce que je voulais juste, c'est voyager. Genre, prendre mon sac à dos, partir. C'est vraiment un truc qui m'a animée. Et je pense que ça... T'as réussi à le faire en plus. Oui, ça, j'ai réussi à le faire. T'as bien beaucoup voyagé. Ouais, ça, j'ai réussi à le faire. Mais du coup, c'est pour ça que ça pose la question de la réussite est toujours perpétuelle. Elle est toujours à redéfinir. Parce que tu peux avoir un objectif à date, l'atteindre, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Après, je pense que les voyages, c'est un truc, c'est jusqu'à la fin de la vie. Hein. Quand Oui. t'as l'âme d'un voyageur... Je suis d'accord. Tu vas toujours trouver des endroits. Enfin, le monde, il est tellement vaste. Ouais, ça, c'est un truc qui va... Moi, je suis un peu comme toi sur le côté voyage. Je suis une grande fan de voyage. Ouais. Et je sais que c'est un truc, jusqu'à la fin de la vie, ça va me rester, tu vois. Et puis, le podcast, en réalité, tu vois, moi, pour le coup, quand je suis rentrée d'Éthiopie, l'avion, ça me faisait mal au ventre. J'ai vraiment... Je crois que pendant un an, j'ai pas pris l'avion. Mais vraiment, ça me serrait, quoi. Et en fait, le podcast, ça a été, moi, une manière de voyager d'une autre manière. Tu vois, quand tu rencontres des gens, leur parcours, etc., c'est une manière de voyager d'une autre façon. Après, à un moment donné, le voyage m'a manqué quand même. Voyage physiquement. Mais pendant longtemps, ça m'a suffi. Tu vois, de juste plonger dans l'histoire des gens. C'est une sorte d'exploration, hein, au final. Exactement. Et je sais que toi, tu es quelqu'un qui a toujours fait des études, tu as toujours beaucoup bossé, tu as été très scolaire toute ta vie. Comment est-ce que tu as choisi comment ton choix d'études s'est porté? Mon choix, je le disais tout à l'heure, je suis la benjamine d'une famille de 4 enfants, donc 4 filles. On est 4 filles chez nous, on n'a pas de garçons. Et c'est marrant parce que mes sœurs, elles ont 8 enfants en tout, donc j'ai un neveu. Donc, on est vraiment girl power. Ah ouais, il n'y a qu'un seul... Il y a que lui et mon père. Donc, on est vraiment, vraiment girl power à fond chez nous. Et mon père est quelqu'un qui est très à cheval sur les études. Mes sœurs ont fait des grandes études. Et du coup, moi, j'avoue que naturellement, je ne me suis jamais posé la question de est-ce que j'allais faire des études ou pas, ou est-ce que j'allais faire des études poussées ou pas. C'était évident que j'allais faire des études poussées. Évident. Et il s'avère que, je me souviens, c'était en première, quand on devait choisir... notre bac, en seconde, tu peux. Mes 2 dernières sœurs ont fait un bac S et mon père, pour lui, évidemment, j'allais faire un bac S. Sauf que moi, ça ne me disait pas du tout. J'ai toujours été... Ça qui est... Rétrospectivement, ça qui est toujours bizarre, c'est que j'ai toujours suivi ce que j'aimais faire. Mais... et ça qui est bizarre, c'est que à chaque fois, je me posais la question de comment je me suis retrouvée dans la situation de la traversée du désert. C'est une question que je me pose tout le temps parce que j'arrive pas à comprendre, mais... On va l'explorer après. Ouais, mais tu vois, par exemple, quand fallait faire le choix du bac, moi, je voulais faire un bac éco. Moi, j'adorais l'économie, le social. J'adore... Si je devais avoir un autre métier, aujourd'hui, ça serait anthropologue. Ouais. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Enfin, explorer la société, c'est un truc que j'aime beaucoup faire et tout. Sociologue. Et je voulais faire un bac éco. Parce que c'est ce que je voulais faire. J'étais bonne en physique, en maths, bon, ça allait, etc. Et mon père était persuadé que j'allais faire un bac S. Je lui ai dit non. Il ne m'a pas parlé pendant une semaine. Ah ouais? Une semaine, il ne m'a pas parlé. Mais vraiment, il était vraiment fâché en me disant ça ne va pas, il faut réussir. Et c'est la seule voie pour réussir, c'est un bac S, etc. Moi, je ne l'ai pas calculé. Hein. Enfin, voilà, je lui ai dit, OK, t'es vénère, mais je peux faire quoi? Et en fin de compte, j'ai eu mon bac, j'ai eu la mention. Et quand j'ai eu la mention, je lui ai dit, papa, regarde, j'ai la mention. Il m'a fait, mais normal, tu as fait un bac éco. Ah ouais? Tu as normal que la mention. I'm like, yes, mais alors quand même... même. C'est un bac qui est très difficile aussi. De toute façon, tous les bacs... tous les bacs. Hein, de cette façon. Et du coup, ouais, pour te dire, en tout cas, le choix d'études, c'était un non-sujet. Et moi, dès la seconde, et ça, faut être... Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai découvert, en tout cas, ce sujet d'inégalité face à l'accès à l'éducation beaucoup plus tard. Parce que moi, dès la seconde, je savais que j'allais faire une prépa. Je le savais. Mon père, on en avait parlé, il savait que j'allais faire une prépa. Du coup, c'est pour ça qu'il disait aussi, faire un bac S te permettra d'aller plus vite dans les prépas, d'accéder aux grandes écoles, etc. Et donc, moi, c'est bien plus tard que j'ai compris qu'en fait, y a des gens qui ne connaissaient même pas l'information de la prépa, qui ne savaient même pas qu'il y avait des prépas, etc. Mais moi, je le savais sciemment, et c'est pour ça que je suis très humble par rapport à ça. Et je ne vais jamais dire aux gens, ah, mais comment ça, tu ne sais pas ce que c'est une prépa? Non, enfin, les gens ne savent pas, et moi, j'avais la chance de savoir. Et comment tu l'as su? Parce que c'est vrai que moi, quand je me souviens, quand j'étais en seconde, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Moi, je t'avoue... Mes sœurs?
Ah, c'est tes sœurs, d'accord. Parce Mes que sœurs. on nous informe pas sur ça. Enfin, ça dépend des lycées. Moi, je sais qu'on m'a parlé de Sciences Po quand j'étais en première ou en terminale. On m'a dit, il faut que tu fasses les concours, etc. Et l'idée, elle avait germé dans ma tête. Mais sinon, avant ça, je savais pas non plus, tu vois. Parce que je trouve qu'au sein même du système éducatif français, on nous informe pas forcément. On a un rendez-vous chez une conseillère d'orientation, mais qui sert pas à grand-chose. Mais en vrai, tu vois... Mais c'est ça, et c'est pour ça que moi je pense que j'en parle dans le livre, hein, mais c'est le contexte familial joue énormément dans la réussite personnelle des gens. Oui. Quand tu as des rôles modèles déjà dans tes frères et sœurs. Quand tes parents ont des stratégies pour toi. Tu vois, mon père, il avait des stratégies pour nous. Il savait très bien, tu vois, lui, quand il a immigré, il est parti, nous, on est né à Paris. Il voulait absolument qu'on soit à Paris. Et plus tard, on est allé du coup en banlieue dans le 77, mais il voulait absolument qu'on soit dans un endroit le plus privilégié, entre guillemets, possible pour s'ouvrir au monde, etc. Et ça, c'est des choses que tu intellectualises ou que tu comprends que plus tard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai une grande ouverture d'esprit, etc., etc. Bah, franchement, je peux pas dire que c'est grâce à moi. Ouais, c'est grâce aussi à ton contexte familial, voilà, ton père. Mes parents. Rien que le fait que ton père, il est immigré jusqu'en France, tu vois, rien que ça. Ça veut dire que déjà, tu as déjà cette double culture qui est hyper importante. Ouais. Ça, c'est indéniable. Quand on a une double culture, on a déjà une ouverture d'esprit beaucoup plus large. Exact. Et en plus de ça, si ton père, il avait ses ambitions pour toi, c'est sûr que ça a forgé qui tu étais en tant que personne et aussi en tant qu'élève. Exactement. Aussi. Exactement. D'ailleurs, tu étais comment en tant qu'élève ? Est-ce que tu étais très scolaire ? Est-ce que tu étais... comment tu étais ? Moi, j'avoue... Alors, un truc qui est drôle, quand j'étais au lycée, quand je disais aux gens que j'étais première de la classe, ils étaient morts de rire. Genre, les gens qui n'étaient pas dans ma classe, ils étaient morts de rire. Ils disaient, mais toi, n'importe quoi. Personne ne me croyait. Et pourquoi ? Parce que j'étais... je suis assez joviale, un peu... Voilà, je me prends pas trop la tête. Mais par contre, genre, avec mes potes, on allait rigoler et tout. Par contre, dès que je rentre dans la classe, il n'y a plus de sujet, personne ne me calcule. Moi, j'écoute la prof parce que... je suis partisane du moindre effort, bizarrement. J'aime pas trop travailler. Je trouve que dans le travail, il faut être efficace. Ouais. Et ça, je l'ai toujours su depuis longtemps, je sais pas où d'ailleurs, mais ce côté où quand je rentre en classe, je vais écouter la prof, j'enregistre ce que j'ai enregistré, et comme ça, quand je sors, j'ai pas à faire des devoirs parce que je me serai concentrée pendant le cours. Et ça, c'est un truc qui était fondamental chez moi. Et ouais, non, j'ai toujours été première de la classe, j'avoue. Du collège, quasiment tout le temps. Moi, ça m'étonne pas. Hein. Ah ouais, parce que quand je te vois déjà dans le travail, oui. T'as un côté hyper sérieuse. Mais plus maintenant, je pense. Avant, je n'étais pas... en tout cas, je ne paraissais pas si sérieuse. Non, avant, je ne paraissais pas si sérieuse. Et du coup, franchement, au lycée, les gens, vraiment, ils me disaient, mais n'importe quoi. T'es pas première. Et je leur disais, mais demandez aux gens de la classe. Et ils allaient demander. Ils disaient, ah ouais, putain, c'est vrai. Ouais, carrément. Ils ne faisaient même pas confiance. Ah, ils faisaient pas confiance. Donc, non, j'étais studieuse. Mais studieuse, encore une fois, de manière... moi, j'ai toujours aimé mon temps libre. J'ai toujours aimé faire des choses autres, etc., des assos, etc. En prépa, c'est autre chose. Prépa, par contre, tu as le temps de rien faire. Tu ne fais que ça. Vraiment que ça. Mais avant, au lycée et tout, non. Au lycée, je n'étais pas du tout la meuf lunettes qui bosse comme une tarée, non. Et ça, est-ce que tu penses que ça t'a aussi été transmis par tes parents et ton contexte familial ? Le fait d'être hyper scolaire, d'être première de la classe. Oui. En fait, j'avais pas trop le choix. Mon père, t'arrivais avec un 18, il disait c'est quoi la meilleure note ? Tu dis 20. Il dit pourquoi t'as pas eu 20 ? Mais vraiment, et sans, il y a même pas de question en fait, tu vois. Et sans, mon père n'est pas strict, hein, tu vois, parce que dit comme ça peut paraître un peu militaire, mais il est pas du tout strict. Il te dit juste, non, s'il y a quelqu'un qui a eu 20, tu dois avoir 20. Donc c'est bien, ça veut dire que ton père, il t'a transmis cette valeur de l'excellence. Moi, c'est ce que je ressens. À fond. C'est vraiment ça. Ouais. Est-ce que tu penses que tes parents, je parle aussi de ta mère et aussi tes sœurs, parce que du coup, c'est tout le contexte familial, à ton avis, quelles autres valeurs ils t'ont transmis ? L'excellence, je dirais la tolérance, qui va avec l'ouverture d'esprit. Tu vois, le fait d'accepter tout le monde comme il est et de pouvoir et de savoir qui on est. Toujours ce truc avec mon père, c'était vous sachez qui vous êtes sans dénigrer l'autre. Donc ce côté, t'es droit dans tes bottes, etc. Et ouais, je dirais ça, la tolérance, l'excellence, l'ambition, ça c'est certain, mais qui va aussi avec l'excellence. L'ambition est d'être fier de soi, en fait, de fier de son histoire, etc. Mon père, c'est quelque chose qui l'importe beaucoup, de savoir, de nous apprendre qui nous sommes, de nous apprendre nos origines, de nous apprendre notre lignée familiale, etc., etc. Mais c'est pour ça aussi peut-être que ton choix, il s'est porté, on en parlera un peu plus tard, mais quand tu as commencé à bosser chez Canal+, et que tu as travaillé pour Canal+ Afrique et que tu as développé Canal+ en Afrique,
Bah, il y a aussi ce côté retour à tes racines. Par exemple, avec le Sénégal, non? Non, pas du tout. Mais on va en reparler, pas du tout. J'aimerais bien, pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, c'est vraiment une erreur de circonstance. Enfin, accident de l'histoire. Ouais, mais je sais pas, moi je vois quand même un lien, peut-être même s'il est inconscient, peut-être. Je sais pas. On va en parler. Mais c'est marrant. Mais t'inquiète, on va en reparler. Mais là, on va repartir sur tes études parce que tu parlais de la prépa. La prépa, c'est vraiment le chemin de l'élite. On va pas se mentir, c'est ça. C'est le chemin de l'élite. Et c'est un parcours qui est très difficile aussi. Toi, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu la prépa? Et surtout, qu'est-ce que tu as appris? Quels ont été les principaux apprentissages? Alors, effectivement, la prépa, j'étais préparée. Enfin, on n'est jamais assez préparé à la prépa. En fait, c'est ça. C'est qu'on se dit, voilà. Dans la gueule du loup. Hein. Voilà. J'ai toujours vu ça comme vision. On nous dit, c'est difficile et tout. Tu te dis, j'y vais, mais tu n'es jamais assez bien préparé. Moi, je me souviens, mon premier devoir de maths, je sais pas, j'ai eu 4. Et moi, 4 pour moi, j'allais mourir. Comment ça, j'ai 4? Je ne comprenais pas. Et à partir de là, vite, on a mis une stratégie en place. Et encore une fois, les parents, moi, j'ai direct, mon père, il a vu 4, il a dit cours de maths. Tu vois, il a fait le parallèle, direct, on va faire des cours de maths. Et moi, pendant toute ma prépa, chaque dimanche, j'avais des cours de maths à Paris, dans le 16e, tous les dimanches. Et j'étais à prépa à Meaux, 77. Donc tu faisais le chemin, genre 2 avec heures de Inès, si tu m'entends, Inès, c'est une amie franco-allemande avec qui j'étais à l'internat. Tous les dimanches, on allait à l'internat. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que notre prof de maths, Gontran, est actuellement le DRH du BCG que j'ai reçu dans le podcast. Ah ouais. Donc, tu vois, petit monde, en fait, en gros. Oui. Et ouais, pendant 2 ans, j'allais tous les jours, tous les dimanches, cours de maths, et qui m'a permis d'avoir, les concours, je les ai eus grâce aux maths. J'ai intégré grâce aux maths, en gros. Et moi, j'ai fait 2 ans de prépa à Meaux, dans le 77. J'avais eu toutes les écoles, j'avoue, sauf le top 3. Mm-hmm. Et je suis un peu têtue, un peu obstinée. Et je me dis, en fait, le top 3, je peux l'avoir. Mais pas en étant prétentieuse. Vraiment en me disant, les 2 ans que j'ai fait à l'internat, c'était cool, mais je sais que je ne me suis pas donnée à fond. Mm-hmm. Parce que j'avais quand même une bonne bande de potes. Et puis la prépa en elle-même, elle était bien, mais elle n'était pas assez ambitieuse, quoi. Tu sentais que, moi, ce que j'avais eu, c'était en mode, bravo, c'est bon, quoi. Et donc, j'ai cubé. Donc, j'ai fait une 3e année. Je suis allée à Marcelin-Berthelot, dans le 94, à Saint-Maur-des-Fossés. Et c'est là-bas que j'ai rencontré, du coup, Jennifer, qui est aujourd'hui mon associée, pour, justement, avoir ce top 3-là. Et c'est là-bas que j'ai découvert plein de choses. Là-bas, j'ai découvert une ambiance de travail hyper cool. Mais aussi, c'est là où j'ai commencé à comprendre le sujet des inégalités, blablabla, parce que c'est là-bas que j'ai connu l'association Fratelli, qui était l'ancêtre d'Article 1. Ah oui, Article 1. Voilà. Ouais. Mais avant, il s'appelait Fratelli. Et d'ailleurs, il y a plein de gens dans cette prépa-là qui étaient des mentorés de Fratelli. D'accord. Où j'étais en mode, sympa et tout. Et la prépa, en gros, qu'est-ce que j'en ai tiré Franchement, moi, j'ai passé de bonnes années en prépa. Contrairement à tout tout ce qu'on peut dire, c'est difficile et tout, effectivement. Mais moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Ça forge une discipline et une organisation qui nous suit toute notre vie. Donc aujourd'hui, je sais que tout ce que je peux faire et que je fais, quand je suis un peu chamboulée par la vie, je me dis, attends, je vais mettre en mode prépa. Et ça marche toujours, tu vois. C'est vrai que toi, t'es hyper organisée. T'es une des personnes dans mon entourage que je trouve le plus organisée. Hein. Le livre, genre mode prépa. En fait, en gros, c'est mode prépa. Pour moi, dans ma tête, c'est on y va, quoi. Et en fait, ouais, moi, j'ai appris beaucoup de choses. T'as quand même beaucoup de culture générale. Franchement, c'est une belle chose. Maintenant, avec le recul, je me dis, c'est une belle chose, mais ce serait bien que ce soit démocratisé pour plus de monde et que ce ne soit pas un truc très élitiste où on est vraiment que de l'entre-soi, quoi. Et c'est vraiment de l'entre-soi pour le coup. Et du coup, après cette prépa, tu as intégré l'ESCP. Et l'ESCP, il me semble que c'est... là, je ne connais pas les tops, mais c'est quand même une des meilleures écoles. Top 3, elle était numéro 1. Je pense qu'il y a HEC... Non, elle n'a jamais été numéro 1, malheureusement. HEC numéro 1, toujours. Ouais, en gros, c'est entre l'ESSEC et l'ESCP. Ils ont dit qu'avec l'ESSEC, Jennifer, à chaque fois, elle me dit, de toute façon, toi, t'es à l'ESCP. Enfin bref, elle est encore dans ces trucs-là. Je te taquine, Jennifer. Et une des top 3, ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait partie. Donc, quand tu as cubé, tu as réussi à rentrer dans le top 3. Est-ce que tu peux nous parler de l'ESCP? Est-ce que tu peux nous parler de tous les facteurs que tu as... Qu'est-ce qui a fait que tu as
que tu as réussi à entrer dans cette école et que d'autres ont échoué? Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir cubé, c'est-à-dire le fait de t'être obstiné, ou est-ce que c'était ton talent? Par tout ce que j'ai dit, tu vois, en gros, moi, je savais très bien qu'est-ce que c'était une prépa. En seconde, je savais très bien ce que j'allais faire. J'avais des cours de maths très régulièrement. Pour les oraux d'école, j'étais coachée par un ami de ma sœur à Sablon. On avait un petit café à Sablon où j'allais tout le temps et Amadou, il me coachait à mort en me disant, voilà, faut dire ça, faut dire ça, faut dire ça. Du coup, je suis arrivée, j'étais préparée. Tu vois, je suis arrivée, j'étais préparée. En revanche, moi, ce qui m'a choquée un peu à l'ESCP, qui a été un peu le début d'une nouvelle vision, en tout cas, de la réussite, entre guillemets, c'est quand je suis arrivée, promo de 380 élèves, on était, je pense, 3 noirs. Et t'es là, tu te retournes, tu te dis, mais où sont mes gars? Tu vois, et en fait, et le problème, c'est que moi, j'ai grandi. Tu vois, aujourd'hui, mes potes de lycée, du collège et tout, c'est des personnes qui sont dans des grosses boîtes, qui ont, en tout cas, dans des postes de pouvoir, entre guillemets, et qui me ressemblaient. Donc, moi, naturellement, je vais aller à l'école, je vais les retrouver, ces gens. Mais en fait, non. Et c'est là que je me suis rendu compte que pendant toute mon enfance, j'étais dans une insouciance. En tout cas, j'étais dans un petit microcosme avec des gens qui me ressemblaient. Je me disais, c'est bon, ça va le faire, etc. Mais en fait, pas du tout. Et c'est à l'ESCP que j'ai compris ça. Et c'est à partir de là, j'ai commencé, du coup, à faire de l'associatif, à intégrer du coup Article 1, qui s'appelait Fratelli à l'époque, pour être mentor de jeunes, mais pour plus leur donner ce que moi j'ai eu la chance de recevoir en fait, tu vois. Et en me disant, c'est pas parce que t'es là-haut, tu dois te dire, ok c'est bon, moi j'ai réussi à le faire, donc vous pouvez. Ça j'y crois pas du tout. La méritocratie, ça tu l'explores beaucoup dans le livre. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une petite partie aussi sur ça, parce que je suis assez d'accord avec toi sur ce volet-là. Et du coup, moi sur ça, je trouve pas. Enfin, je sais que je suis une travailleuse, etc. Ça c'est certain, mais je trouve pas que j'ai plus de mérite que d'autres personnes qui travaillent aussi différemment, qui travaillent dans d'autres domaines, etc. Et ça, moi, c'est un truc, je ne peux pas le blairer, ce côté je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, ça me rappelle, dans les années 2008-2010, les époques où tu étais en prépa, et même après, entre 2008 et 2011, c'est ça, oui. Ou 2011, toute cette période-là, on était vraiment dans le mythe de la méritocratie. Enfin, en tout cas, les ministres, la société nous faisait croire. Là, je trouve que ça s'est un peu atténué parce qu'on a de plus en plus de voix qui s'élèvent contre ça, contre ce mythe. Mais en vrai, à cette époque-là, je me souviens, c'était si quand tu veux, tu peux, etc. Et c'est ça, je trouve que ça foutait une pression supplémentaire aux gens, au final. C'est ça. Parce que ça veut dire qu'en gros, si tu réussissais pas, c'est qu'en fait, t'étais pas capable. Exactement. Alors que t'as pas fourni assez d'efforts. C'est ça. Alors qu'il y a plein de gens qui travaillent à fond et qui n'y arrivent pas forcément, et c'est pas de leur faute. Exactement. Donc non, c'est un truc hyper important à souligner, et que toi tu soulignes aussi dans ton livre. Et justement, à ce moment-là, comment toi tu visualisais ton avenir professionnel? Comment tu te voyais? Tu étais à l'ESCP, une des meilleures écoles de commerce de France. Qu'est-ce que tu imaginais pour ton futur? Alors, c'est marrant parce que je me souviens, avant d'intégrer l'ESCP, du coup, comme j'ai cubé, la deuxième année, j'ai quand même fait les entrées d'école de commerce. Enfin, j'ai quand même fait les oraux pour m'entraîner. Et je me souviens, je crois que c'était à Schema. Je crois que j'étais partie à Nice pour le faire. Ils demandaient un CV à 10 ans. Tu vois, ils te demandaient un CV à 10 ans, etc. Et je me souviens, j'avais dur ça. C'était trop drôle. J'avais mis que j'étais directrice d'une banque en microfinance qui aide les femmes. Enfin, vraiment, j'avais fait un truc humanitaire, à la fois finance, à la fois j'étais directrice, of course. Tu vois, j'avais vraiment fait un truc comme ça. Et je pense, et là j'y pense maintenant, je pense que c'est ça qui m'a poussée, la première année de l'ESCP, à faire un stage. On doit faire un stage, donc chacun, souvent, ils vont, tu vas au conseil, tu vas faire de l'audit, etc. Moi, je suis partie faire de l'humanitaire au Pérou. Avec des amis qui, certains étaient mes amis avant, mais ils sont devenus encore plus mes amis aujourd'hui. Donc, on est toujours en contact. Donc, on est resté quelques mois au Pérou pour aider des enfants drogués des rues. Et ça, je pense que c'était mon premier pas vers l'humanitaire que j'avais au fond de moi. Mais j'en suis vite revenue. En rentrant, je me disais, en fait, dans l'humanitaire, c'est pas pérenne. Il faut de l'argent. Moi, je me suis toujours dit, pour pouvoir régler les problèmes structurels, il faut de l'argent. Et donc, vite, ce côté humanitaire-là, je l'ai switché. Et donc, à l'époque, moi, à l'ESCP, c'était de me dire, accumule le maximum d'expérience, en tout cas en France, pour pouvoir partir à l'étranger. Faire quoi, je ne sais pas. Encore une fois, il y avait ce truc de petite, je veux voyager. Quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais partir à l'étranger. Et je ne voulais pas du tout rentrer dans ce... Tu sais, en école, tu as ce triptyque, marketing, conseil, finance. 90% des gens en école vont dans ces 3 filières-là. Il n'y a pas de sujet. Et moi, je ne voulais pas rentrer dans ça. Enfin, vraiment, à l'époque, encore une fois, ce que j'ai, c'est que je savais que je ne voulais pas ça. Maintenant, ce que je voulais, je ne savais pas trop. Mais
le seul fil rouge que j'avais, c'était le voyage. Je voulais partir à l'étranger. Et donc, c'est pour ça que j'ai tout fait pour faire un apprentissage, etc., pour accumuler l'expérience en France, pour prétendre à un poste à l'étranger. Et du coup, quand tu as fait ton premier poste, est-ce que tu peux nous parler de tes premières années en entreprise et comment est-ce que tu es passé d'un poste en France à un poste à l'étranger, donc en Afrique sur Canal+. Alors, vaste sujet, parce qu'en fait, vaste sujet, simple et à la fois pas simple. Parce que justement, tout à l'heure, tu disais, c'est évident que tu partes en Afrique. Pas évident, en tout cas, ça te reconnecte. Ouais, moi, ce que j'avais pensé, en fait, juste pour t'expliquer, c'est que je me suis dit, comme tu as eu des racines, tu vois, ton père, il te parlait beaucoup de ta culture, il t'a inculqué les valeurs de la fierté de ta culture. Peut-être que inconsciemment, quand je dis ça... Et puis j'y suis allée. Hein. Voilà. Peut-être que inconsciemment, tu as voulu aller retourner vers l'Afrique aussi. Non, c'est ce que tout le monde pense. Ouais, voilà. Moi, c'est ce que je pensais, mais en vrai, non. ça peut être différent. En fait, en gros, effectivement, le Sénégal, on connaît très bien. Moi, j'ai passé quelques temps, en plus, quand j'étais petite, mon père voulait nous apprendre la culture et tout, la langue, donc je parle très bien Wolof. Enfin, très bien. J'ai des amis pour se moquer de moi, je parle Wolof, on va dire très bien. Mais une expérience qui ne s'est pas forcément bien passée, donc j'ai pas gardé des souvenirs assez foufous de cette période. Et donc, moi, quand j'étais à l'ESCP, je me dis je voulais partir à l'étranger. Et à l'ESCP aussi, là où j'ai de la chance, c'est que j'ai fait un échange de 6 mois aux États-Unis. Donc ça, c'était... Où ça? J'étais à Madison, dans le Wisconsin, près de Chicago. D'accord. C'est vraiment encore une de Chicago. Et j'ai adoré. J'ai vraiment fait la full expérience américaine, campus américain. J'étais avec des étranges, une américaine et 2 anglaises. Enfin, vraiment full expérience. J'ai vraiment vécu le truc au full expérience. J'avais des cours du lundi au mercredi. Donc, j'ai vachement voyagé à Atlanta, à Boston. Enfin, j'ai vraiment fait le plein. Et je t'ai payé. Ça qui était, En plus, c'est magnifique, ça. Avec le CP, c'est cool, parce que l'apprentissage, tu pouvais avoir un échange, et pendant l'échange, je t'ai payé. Et du coup, ça m'a permis, en fait, de découvrir vraiment l'American Way of Life, et j'étais vraiment à fond. J'ai adoré les États-Unis, vraiment, j'ai kiffé. Ça devait être le rêve. Vraiment, à cette époque-là, on avait ce rêve, tu vois. J'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé New York, c'est trop bien, j'ai tout kiffé. Et en rentrant à Paris, je me suis dit, mais en fait, c'est bon, je vais aller aux States. Il n'y a pas de sujet, je me posais même plus de questions. Et donc, j'ai commencé à rechercher les VIE. Encore une fois, VIE, c'est Volontariat International d'entreprise. Et ça, pareil, j'avais l'info. C'était une amie de ma cousine, je pense, qui m'en avait parlé. J'étais en mode, ah ouais, trop bien. Elle m'a donné toutes les infos. Donc, je savais que les VIE existaient. Et je cherchais aux États-Unis. Mais aux États-Unis, en fait, les VIE, il n'y avait qu'en banque, souvent. C'était Société Générale. J'étais en mode, vomir. Enfin, moi, c'est vraiment un truc... je n'aime pas du tout. C'est vraiment un truc qui ne me parlait pas du tout. Donc, j'étais en mode, OK, ça ne me va pas. Et... trop bizarre, concours de circonstances, au même moment, à l'ESCP, il y avait un ami, Bouba, qui me dit « Ah, toi, t'es sénégalaise et tout, on a une association de Sénégalais de grandes écoles. » Et j'étais en mode « Oh, mon Dieu, communautaire, veut pas. » Enfin, vraiment, moi, j'étais horrible avant. J'étais en mode « Ah non, je veux pas du tout. » Et moi, avant l'Afrique, tu me parlais d'Afrique, je te disais « Pas du tout. Hein. » Ce qui est important à dire, c'est que je sais qui je suis, mon histoire, etc. Mais je suis juste en mode « Cool, mais il y a plein d'autres choses à voir dans la vie. » Tu vois, du coup, je n'étais pas obnubilée par me dire « Ah, il faut que je reconnecte à mes racines, je dois me chercher. » Parce que mon père, encore une fois, il a vraiment fait le travail de nous reconnecter à qui nous étions, de nous dire qui nous étions, et on n'a jamais eu de problème d'identité. Ouais, ça, c'est hyper important déjà. Vraiment. Parce qu'il y a plein de gens qui ont cette crise identitaire à l'âge de 30 ans, ils ne savent pas qui ils sont. Exactement. Ils retournent ils vont consciemment ou inconsciemment aller vers des milieux où ils vont pouvoir retrouver leur... Ouais, et moi, ça vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, et je l'ai su, la chance, je l'ai comprise plus tard, parce que quand t'es petite... t'as la flemme, t'as la flemme. Mais en tout cas, je l'ai comprise plus tard. Et ça m'a... Et du coup, quand on me disait association sénégalaise, j'étais en mode, franchement, flemme, j'ai pas envie. En revanche, c'était une de mes meilleures expériences. Parce qu'il m'a dit, vas-y, viens juste tester l'association. Et c'est comme ça que j'ai connu Fatou. Ah, c'est comme ça. Exactement. Fatou, premier jour, je viens dans l'asso. Elle aussi était venue pour s'informer. Et nous deux, on se regarde, on se dit, oh putain, jamais on va intégrer cet asso. Et mine de rien, au fur et à mesure, on est rentré dans l'asso. Je suis devenue présidente, pour te dire. Je suis passée de rien à tout, tu vois. Et on a rebrandé l'asso. Et on faisait plein de conférences sur l'Afrique. Et surtout, on aidait beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent de prépa, qui viennent du Sénégal, qui ont 18 ans, qui atterrissent en prépa, des très bons élèves, qui atterrissent à Louis-le-Grand, Henri IV, etc. C'est pas leur pays.
2, c'est des prépas horribles, où en fait les gens... Choc culturel. Choc culturel de dingue. Et surtout... Nous, si on va Louis le Grand et tout, on sera déjà... Mais surtout une ambiance horrible. C'est ça. Et donc, l'idée, c'était comment on les accompagne à ce qu'ils comprennent les codes, etc. Et donc, cette association qui s'appelait Célificience, j'ai adoré la diriger. On s'est trop amusés. On a fait plein de soirées. Enfin, c'était trop bien. C'est génial. Et c'est ça qui m'a reconnectée avec l'Afrique. D'accord. C'est vraiment ça. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, OK, je vais aller aux États-Unis. En même temps, cette asso est trop bien. L'Afrique, il y a un truc. Et je me souviens à l'époque, le Time, magazine britannique, avait fait la une sur l'Afrique en disant du continent de misère au continent d'espoir. Et ça avait fait ça avait vachement buzzé. Et j'étais en mode, purée, j'avoue, l'Afrique, ça a l'air cool quand même. Et comme moi, j'aime l'aventure, je suis un peu casse-gueule là-dessus. Enfin, je suis casse-cou, quoi. J'aime bien aller explorer et tout. Je me suis dit, en fait, il y a un truc à faire en Afrique. En même temps, je vais aller aux États-Unis. Donc, le plus simple, peut-être, serait de couper la poire en deux et d'aller dans les pays anglophones africains. Ouais. Okay. Et donc, moi, le Sénégal, j'ai jamais pensé. Tu vois, pourtant, je suis sénégalaise. Mes deux parents sont sénégalais. Mais j'ai jamais pensé à me dire, je vais travailler au Sénégal. Pas du tout. Je me suis juste dit, OK, quel pays d'Afrique je peux aller apprendre des choses? Et c'est l'Afrique francophone, du coup anglophone. Et c'est comme ça que j'ai commencé à postuler. Donc, j'avais des offres au Malawi, en Tanzanie et au Nigeria à l'époque, avec Canal+. Et c'était la même année où il y avait Boko Haram, les 254 filles qui avaient été kidnappées. Donc, il y a 10 ans, là. Exactement, il y a 10 ans. Putain, je suis partie il y a 10 ans. Effectivement, il y a 10 ans. Oui, parce qu'hier, j'ai vu un article... il y a 10 ans. Une vidéo sur quels sont devenus les... Oui, c'était il y a 10 ans. Les filles de... C'était ça. Il y a 10 ans, Boko Haram. Et mon père m'a dit, non, tu vas pas au Nigeria, c'est mort. Et c'est comme ça que j'ai atterri au Rwanda. OK. Donc, ton premier poste chez Canal+, c'était au Rwanda. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, toute ton évolution, tous les différents postes que tu as eus pendant ton expérience chez Canal+, qui a duré, je crois, 7 ans? Ouais. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler, les différents pays que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais concrètement dans ces postes-là? Alors, chez Canal, j'ai commencé effectivement au Rwanda. Et au Rwanda, en fait, le but, c'était de développer le business de Canal+ sur place avec un partenaire local. J'ai fait ça au Rwanda, au Burundi, en Guinée équatoriale, à Djibouti. Enfin, dans plein de pays, en tout cas. Mais vraiment des pays assez différents, culturellement. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai géré tous les pays non francophones de Canal+. Donc, le Ghana, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Angola, etc. Et ensuite, j'ai géré le lancement de Canal+ en Éthiopie, qui est une grosse plateforme locale. Ça, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, et avant de rentrer en France. Donc, plein de choses. J'ai évolué, j'ai appris, j'ai managé des équipes multiculturelles. J'ai pris beaucoup de responsabilités très vite, parce que quand je suis rentrée à Paris, j'avais 29 ans. Donc, tu vois, il y a 5 ans. Pas bientôt, parce que j'ai bientôt 34 ans. I'm crying. Je rigole, je suis très à l'aise avec mon âge. Vraiment, j'ai aucun problème avec ça. Et donc, voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, en rentrant, j'ai eu ma pause, traversé le désert. Et quand j'ai lancé le podcast, beaucoup de gens pensent que j'ai quitté Canal quand j'ai lancé le podcast, mais pas du tout. Je suis restée 1 an chez Canal encore. Et ça, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que ce n'est pas le cas, parce que je n'ai jamais dit le contraire. Non, mais c'est ça. Ça, c'est intéressant, parce que déjà avant de parler de la traversée du désert, moi, je voulais te dire bravo par rapport à Canal+, parce que moi qui travaille dans les médias, j'ai beaucoup travaillé aussi avec le groupe Canal+ en Afrique. J'ai placé des clients en RP, etc. Et je sais que c'est vraiment le bouquet Canal en Afrique, il est hyper développé. Ouais. Pour eux, c'est une des chaînes les plus développées. Donc, déjà, bravo. C'est pas moi, c'est les autres. Non, mais t'en as fait partie. Oui. Non, j'en ai fait partie. À partir du moment où tu as travaillé sur un projet. Non, j'en ai fait partie. Évidemment, tu n'es pas seule sur le projet. Mais tu as contribué à ce projet-là. Ah oui, non, c'est certain. C'est énorme. C'est certain. J'ai beaucoup bossé. J'ai beaucoup donné à Canal, oui. Rendre à César ce qui appartient à César, quand même, tu vois. Non, c'est vrai. Donc, c'est important de te dire bravo. Et du coup, voilà, t'as appuyé sur un point important, puisque tu disais que quand t'as commencé ta traversée du désert, t'étais encore chez Canal+. Juste, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivé là? Quel a été, en fait, le déclic? Enfin, raconte-nous. Quand t'as une tête bien faite, tête bien faite sans me la raconter, pas du tout, mais quand t'es une bonne élève et qu'on t'offre des opportunités, tu les prends. Tu vois, moi, je me suis jamais, quand je suis rentrée chez Canal ou même quand je suis allée en Afrique, je me suis pas dit, alors moi, dans 10 ans, je vais être là. Pas du tout. Pour le coup, autant j'avais une vision très claire quand j'étais petite de je veux voyager. Ça, c'est très clair. Autant, quand j'ai commencé à travailler, je me suis pas mise de stratégie. Je me suis juste dit, cool, maintenant je voyage, c'est cool. Sauf qu'en fait, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on se pose pas cette question.
Et je ne dis pas que c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute de l'école, c'est la faute de... Enfin, je pense que c'est une faute commune. Et de moi aussi, tu vois, de ne pas se poser la question. Et pour ça, je parle souvent de co-responsabilité, parce que l'école a son rôle, parce qu'on ne nous apprend jamais à nous connaître, à nous poser des questions, et à savoir ce vers quoi on aspire. Et je pense qu'il y a un moment donné, en fait, quand tu es trop éloigné de toi-même, bah, tu dérailles, en fait. Tu vois, à un moment donné, il y a la machine, il n'y a plus de rouage, ça pète. Et moi, je pense que c'est ce qui est arrivé. C'est que je crois que c'était Elisabeth Moreno qui me disait ça, qui disait que si tu ne construis pas ton ambition, l'entreprise va la construire pour toi. Tu vois. Et c'est ça, en fait. Elle n'a pas tort sur ça. Ouais, c'est qu'en fait, si tu ne crées pas, toi, ton ambition, bah, en fait, oui, on va te donner des choses, tu vas dire oui, mais à un moment donné, est-ce que ça te correspond vraiment? Est-ce que tu te poses vraiment la question de savoir, est-ce que c'est en ligne avec la personne que je veux être dans X années, tu vois? Et moi, ça, je ne m'étais pas posé cette question-là. Je pense qu'on est nombreux à ne pas se poser cette question, et c'est pour ça que le podcast aussi est né. Et je pense que c'était ça, en fait. C'était qu'il y a un moment donné, il y a un truc qui a pété. J'avais les prémices, je pense, bien plus 2 ans auparavant. En 2018, je me souviens. J'étais au Mexique pendant un road trip, voilà, toute seule et tout, pendant 1 mois. Et je postais sur Instagram, etc. Mais j'avais goût à rien. Et je pleurais tout le temps. Et les gens me demandaient, et sur Instagram, ils disaient, ah là, tu vis ta best life. Et j'étais en mode, putain, mais non, ça va pas du tout, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là, je me souviens, en mai 2018, que j'ai quitté Instagram. Pendant 2 ans, je ne suis pas allée sur Instagram. Je suis revenue sur Instagram quand j'en ai lancé le podcast. Mais pendant 2 ans, et moi, il y a ce sujet de... Et c'est là où je me suis dit, il y a un sujet, mais je ne savais pas lequel, parce que moi, j'arrive pas à mentir à moi-même, j'arrive pas à mentir aux gens. Je pense que mon authenticité était quelque chose de réel chez moi. Et en fait, je pouvais pas me dire, je poste des vacances ou des trucs, de l'eau bleue turquoise, etc. Mais en fait, qu'après ça, je pleure, en fait, je peux pas. Et donc, j'ai arrêté Instagram, et ouais, je pense que c'est là, ces prémices-là. Et après, bon, le burn-out, quand il est arrivé. Et c'est pour ça qu'aussi, le podcast, quand je l'ai sorti, j'étais hyper transparente aussi en disant, je ne sais pas où je vais. Franchement, on y va ensemble, les gars. Franchement, non, mais je l'ai dit de manière hyper transparente. Je ne sais pas où je vais. Et on a vécu ça ensemble. On a cheminé pendant 4 ans ensemble. Et ça, c'est un cadeau précieux aussi que vous me faites, en tout cas vous, les auditeurs, parce que sans les écoutes du podcast, etc., j'aurais peut-être pas continué. Parce que, même si c'était quelque chose d'utile pour moi, je pense qu'à un moment donné, il y a quand même, on ne va pas se mentir, le truc de la performance revient quand même toujours. Et je pense que si je n'avais pas les écoutes qui montaient, etc., peut-être que je n'aurais pas continué, mais heureusement, c'était le cas. Et aujourd'hui, les gens me disent, mais pourquoi tu arrêtes alors que le podcast marche? Mais à un moment donné, il faut savoir arrêter aussi. Ouais, c'est ça, il y a un moment donné aussi. Fin de cycle. Si tu n'es plus aligné avec ce que tu fais et que tu as d'autres ambitions, c'est bien de savoir arrêter au bon moment. Parce qu'après, sinon, tu te pousses. Et ouais, et moi, j'ai aucun problème à... podcast, c'est pas bon. J'ai aucun problème à arrêter. Ouais. Dans la vie. Dans tout. C'est très bien, mais c'est tout à ton honneur. Dans tout, ouais, j'ai pas... Mais justement, est-ce que tu peux nous parler, on va parler maintenant de l'aventure Get Emery. Déjà, avant toute chose, qu'est-ce que ça veut dire Get Emery? Alors, Get Emery, dans la tradition rwandaise, moi j'ai vécu au Rwanda, du coup, c'est ma première expérience professionnelle, un pays vraiment que j'adore, que j'affectionne beaucoup. J'ai des amis encore là-bas, j'y vais souvent, enfin, vraiment un pays que j'adore. Et là-bas, les femmes, elles tissent un panier traditionnel qui s'appelle l'agaseke. C'est un panier traditionnel, d'ailleurs que j'ai là, un panier traditionnel, mais qui est grand normalement, qui est tissé par des femmes. Et ce panier, c'est dedans qu'on met souvent des trésors, des cadeaux pour donner à des personnes qu'on aime. Et ce panier est présent dans toutes les familles rwandaises. Enfin, vraiment, toutes les familles, un nagaseke qui est quelque part. Et le couvercle du panier s'appelle le Get Emery. Et pour moi, c'est un truc que je trouve ça tout mignon et tout. Et c'est d'ailleurs là en photo aussi, une photo de Cynthia, qui est une amie rwandaise aussi. Et pour moi, c'est très symbolique. C'est ce qui permet en fait de protéger nos trésors, protéger notre patrimoine personnel, nos valeurs cardinales, notre réussite, tout simplement, ou même notre philosophie, nos principes de vie. Et ça permet de protéger ça, pour le garder précieusement dans son petit agaseke. Et donc, le Get Emery est là pour protéger, et c'est comme ça que j'ai pensé au titre du podcast, qui montre bien, justement, ce joyau qu'on a et qu'il faut qu'on protège, qu'il ne faut pas trop s'en éloigner, en fait, de qui nous sommes. En plus, donc, en gros, c'est comme aussi une protection sur tout ce que tu as appris pendant le podcast, sur tout ce que les personnes t'ont transmis aussi pendant le podcast, tu ouais. vois. Les enseignements,
les valeurs, enfin de tous les invités au final. Donc c'est une très très belle signification. Qu'est-ce que tu as appris pendant tout ce processus, que ça soit au niveau personnel, professionnel, sur ta carrière? Est-ce que c'est ça qui t'a amené à créer The Dots par exemple? Enfin, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Mais moi, le podcast, encore une fois, le podcast a été le catalyseur de tout. Enfin, vraiment, genre, je sais que si j'avais pas Gâté Mairie, je sais pas, je serais pas là en train de te parler, je serais pas là, j'aurais pas écrit le livre, j'aurais pas fait The Dots, vraiment. Et moi, je pense sincèrement je crois énormément au pouvoir des rencontres, vraiment. Et je dis toujours, parce que les gens disent, le podcast c'est trop bien pour se créer un réseau. Moi, j'ai pas créé le podcast pour me créer un réseau. J'ai créé le podcast parce que j'avais déjà un réseau. Et ça, c'est très important de le dire parce que en se disant, je crée un podcast pour avoir du réseau, ça veut dire que la raison première, c'est le réseau. Mm-hmm. Et un truc intéressé au final. Exactement. Et du coup, ça, c'est hyper important de le dire parce que moi, quand j'ai lancé le podcast, le but, c'était vraiment, j'avais une curiosité réelle pour les gens. J'avais vraiment envie de les connaître. Et plus tard, il s'avère que certains sont devenus des clients, plus tard, mais je ne savais même pas que j'allais créer un produit. Enfin, voilà. Donc, vraiment, ce sujet de rencontrer les gens de manière très authentique et réelle, pour moi, est un facteur, mais clé pour trouver sa voie, on va dire. Et le podcast m'a appris beaucoup de choses. Déjà, à vraiment aiguiser ma curiosité. Bon, j'étais déjà curieuse, mais voilà, vraiment à l'aiguiser. M'a beaucoup appris à être dans l'écoute active, écouter mes invités. Les gens me demandent, je disais à chaque fois, mais tu parles pas beaucoup dans le podcast, tu dis pas ton avis. Ouais, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'écouter, justement. Voilà, donc l'écoute active. Moi, c'est à partir de 2020 que j'ai commencé à faire une thérapie. Et tous mes sujets, je les ai traités dans le podcast. Ça se voit pas, vous saurez pas. Vous saurez pas. Mais tous mes sujets, je les ai traités dans le podcast. À chaque fois que j'avais un nœud, je suis partie voir la personne pour parler de ce nœud. Et en fait, c'est ma thérapie. En vrai, le podcast, c'est ma thérapie. Ça se voit pas comme ça parce que voilà, je traite de plein de sujets, etc. Mais chaque invité a pensé un bobo, quoi. Mm-hmm. Tu vois. Et je ne dis pas que je suis reconstruite à 100%, ça non. Et c'est pour ça, à chaque fois que je dis aux gens, les gens sont en mode « Ah, mais tu fais tout bien, nanana ». Je leur dis « Mais en fait, non. Enfin, c'est pas si facile, en fait. » Et je sais que je show up, ça, tous les jours. Moi, je suis là. Quand je vous promets de faire un épisode par semaine, je l'ai fait pendant quasiment 3 ans. Je l'ai fait. Quand j'ai dit que je fais une fois toutes les 2 semaines, je le fais. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile, en fait, derrière. Mm-hmm. C'est juste que tu es hyper cadré, méthodique et tu vas droit au but. Et d'ailleurs, dans le podcast, tu parles beaucoup de la notion de sweet spot. Mm-hmm. Je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast et qui ne savent toujours pas ce que c'est. Donc j'aimerais bien que tu nous redises qu'est-ce que le sweet spot et quelles ont été les étapes pour trouver ton sweet spot à toi. Alors le sweet spot, c'est marrant parce qu'avant, je le définissais comme le croisement entre ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Et je me souviens, aux 2 ans du podcast, avec l'événement que j'avais fait ici, chez Reslab, avec Clara Guémard et Amadouba. Très bel événement, d'ailleurs. Clara me disait à rectifier ça, et vraiment à raison, en disant que le sweet spot, c'est ce qu'on aime faire et ce qu'on ne sait pas encore faire. Ça, je trouve que la nuance était belle parce que justement, le sweet spot, c'est ça, c'est là où tu veux tendre, tu n'y es pas encore vraiment, mais c'est vraiment là où tu te dis, si tu y es, tu te sentiras vraiment à ta place et vraiment bien. Et moi, mon sweet spot, il est composé, bien sûr, marketingment parlant, je le définis de manière très vulgarisée par là où tu te sens à ta place, ce qui te permet de te donner de l'énergie, etc. Et moi, aujourd'hui, je le dis à chaque fois, moi, ce qui me fait lever du lit le matin, globalement, c'est de connecter soit des mondes, soit des personnes différentes pour créer de la valeur. Mm-hmm. C'est vraiment un truc que j'aime faire. Mais quand je dis valeur, elle n'est pas que financière, hein. Pas du tout même. Elle peut être financière, mais pas que. Ça peut être... je sais pas, je fais rencontrer des potes qui tombent amoureux et qui ont des bébés, c'est de la valeur, hein, tu vois. Enfin, je fais rencontrer des potes qui sont amis, c'est de la valeur. Enfin voilà, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me porte beaucoup et que j'essaye de répliquer dans tout ce que je fais. Et je pense que c'est le fil rouge de tout ce que je fais. Le podcast, quand je l'ai créé, le but c'est d'aller amener des invités que les gens ne connaissent pas pour pouvoir ressortir avec quelque chose. Des gens, quand ils m'écrivent en disant « mais c'est génial cet épisode, j'ai adoré, ça m'a permis de voir plus clair », c'est de la valeur. Et donc, voilà. Donc, un peu, moi, c'est
mon sweet spot, il est là. Et ça recouvre plein de choses, le sweet spot. Donc, effectivement, c'est cette définition-là, qu'est-ce qui te fait lever le matin. Mais dans ça aussi, je mets quelles sont tes valeurs personnelles, quels sont tes principes de vie, quels sont tes non négociables de la vie. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. Définir ce qu'on veut, c'est aussi définir ce qu'on ne veut pas. Et voilà, c'est comme ça que je définis. Ça, c'est important aussi de le souligner aussi. Oui. Ce qu'on ne veut pas. Ouais. Parce qu'on parle tout le temps de ce qu'on veut, mais on parle jamais de ce qu'on veut pas et surtout de savoir dire non aussi. Ouais, ce qu'on veut pas. Moi, je trouve que justement, c'est parce qu'on définit ce qu'on ne veut pas qu'on arrivera à savoir ce qu'on veut. Et qu'il y a trop de pression à savoir ce qu'on veut. La vie est trop large, tu vois. Juste puis savoir. Ça change en plus. Ouais, savoir ce qu'on veut pas, déjà, t'élimines des choses et tu laisses explorer, tu laisses. Et pardon, ce que j'ai pas dit dans le sweet spot aussi, qui est hyper important, c'est le sweet spot, c'est une direction. Et souvent, je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans le. On va toujours nous demander, tu fais quoi dans la vie, tu vois, ce qu'on fait maintenant. Et pour moi, ce qu'on fait maintenant n'a aucune importance, en réalité, s'il ne répond pas à un sweet spot, à un why, tu vois. Et je trouve qu'on se met vachement de pression en disant, je ne sais pas quoi faire de ma vie maintenant, etc. Pour moi, je pense qu'on doit plus prendre le temps de se poser la question de vers quoi on veut aller et le comment et le quoi suivra. Mais d'abord, le why et savoir aussi how, c'est-à-dire qu'est-ce qui me donne de l'énergie pour y aller. En fait, après, tout s'éclaircira. Et moi, c'est vraiment cette méthodologie que j'ai suivie pendant toutes ces 4 années. Le podcast m'a permis de connaître mon why et c'est par ce why-là que je décline tout ce que je fais. Exactement. Et justement, quand tu parlais du why, du how, etc., toi, tu fais plein de trucs différents. Enfin, tu vois, tu as une newsletter, tu as The Dots, tu as le podcast. Comment est-ce que tu arrives à trouver de la cohérence entre tout ce que tu fais ? Justement, ma cohérence, elle est là, elle est sur mon sweet spot. Parce que tu vois, aujourd'hui, ce que je fais principalement en termes d'activité, on va dire pécuniaire, c'est effectivement The Dots, dont on va peut-être parler tout à l'heure. The Dots, nous, notre mission avec The Dots, c'est d'accompagner les entreprises à aligner leur culture avec leur mission. Très similaire à ce que je viens de dire, en vrai. Enfin, en fait, The Dots, c'est ce qu'on fait à Gâté Mairie, c'est transposer aux entreprises, quoi, tout simplement. En fait, on prend l'entreprise comme un humain, tu vois, et dire quel est ton why de l'entreprise, et ton how, c'est ta culture. C'est comment tu opères, comment tu es, etc. Et en fait, c'est ce qu'on transpose, tout simplement. Et donc ça, l'entreprise, c'est un organe où il y a des gens différents, de différents milieux, etc. Comment tu réussis à connecter ces gens-là pour qu'ils créent de la valeur et donc une performance pour l'entreprise. Donc, tu vois, c'est ça. Les conférences que je vais plus développer, j'en ai fait beaucoup en entreprise, mais là, je vais plus se développer sur ces sujets-là d'égalité des chances, d'alignement, de réussite. Pareil, c'est comment faire en sorte de permettre aux gens de se connecter à eux-mêmes, de se connecter ensemble pour créer une réussite collective. Collective au sein d'une entreprise. Au sein d'une entreprise, ça aussi, c'est ça. Le podcast, comme je viens de le dire. L'écriture, purée, j'ai écrit un livre. C'est dingue, moi je tiens à le souligner parce que l'écriture. Il y a un des podcasts qu'on avait fait ensemble dans un bilan de, je sais plus, la 2e année ou la 3e année, et tu m'avais dit, un de mes objectifs, c'est d'écrire un livre. Oui, je pense que c'était en septembre dernier, non ? Avant même, je pense. Ça veut dire que tu avais cette ambition déjà avant. Oui, alors moi, oui. C'était pas en septembre dernier, c'était avant ça. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé tout ça. Mais bien sûr, écrire, c'est pas pour moi. Enfin, tu vois, c'est ce que je me suis toujours dit. Écrire, c'est pas pour moi. J'admire, enfin, dans le podcast, j'ai interviewé tellement d'écrivains, parce que je les admire, j'adore. Le dernier, c'est avec Mohamed Bougarsar, le prix Goncourt de 2021. Et donc, moi, j'adore l'écriture. Et le premier, c'était Gaël Faye. C'est pas anodin. Ouais. Du coup, moi, j'adore les écrivains, vraiment. Maintenant, l'écriture, c'était pas pour moi. Et en revanche, j'ai toujours rêvé d'écrire. Je pense que dans mes carnets, j'avais peut-être 6 ans. J'abuse, 6 ans, j'avais pas de carnet. Mais peut-être quand j'étais ado ou quoi, j'avais écrit quelque part, je voulais écrire un livre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, le livre auquel je pensais, c'est pas le livre que j'ai écrit. Tu pensais à quoi comme livre ? Tu sais, moi, je pense que plus tard, j'aimerais bien écrire un roman, j'aimerais bien écrire peut-être un livre hyper deep, tu vois, sur les sentiments, sur... sur des trucs... là, j'en parle, j'ai des palpitations, tu vois. Un truc hyper sur les souffrances, quelque chose de très personnel, en tout cas très intime.
Et j'y ai pensé, mais je me suis dit, non, je ne suis pas du tout prête pour faire ça. Je ne suis pas encore prête. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de plein d'espace en moi pour pouvoir le faire. Et c'est là où je me suis dit, en fait, pour commencer à écrire, je peux commencer par Agathe Emery, tu vois. C'est des prémices. Et du coup, là, je dis pas que c'est un livre test parce que c'est pas, j'ai mis tout mon cœur. Mais je me suis dit, en fait, c'est un bon exercice. Mais je me suis fait avoir. Parce qu'au début, moi, le livre, je voulais faire un livre simple. Je voulais faire un livre portrait où je reprends des personnes du podcast, je fais leur portrait et basta. Sauf qu'en fait, et j'en parle dans les épisodes coulisses du livre, c'est que l'idée que j'avais au départ, c'est pas qu'avec ça que tu finis le livre. Parce que tu as une idée au départ, mais après, t'écris, tu te dis, mais oui, mais il y a ça, et puis ton exigence personnelle te dit, mais en fait, il faut que je pousse ça. Et à la fin, j'ai écrit un livre dont je suis fière, pour le coup. Mais au début, j'étais en mode, je vais faire un livre vite fait. Mais en fait, il n'est pas vite fait. J'ai sué pour le faire. Oui. Le processus d'écriture d'un livre, c'est jamais du vite fait. Hein. Moi, j'ai pris le livre comme un projet lambda, quoi. Un projet, ça se gère. Ouais, quand même. On parle du livre et c'est vrai que tu parles beaucoup de réussite dans le livre. Tu redéfinis la notion de réussite. Moi, j'ai envie de te parler des échecs. Aujourd'hui, quels ont été tes plus grands échecs ? Dans ma vie ? Dans ta vie, dans ton travail, partout J'en ai plein. En tout cas, je pense qu'il y a aussi la vision que donne à l'échec, tu vois. Moi, je considère qu'il y a plein de choses que je n'ai pas réussi. Tu vois, par exemple, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je me suis lancée en disant, je vais faire un programme de formation. J'étais déter. J'ai quitté Canal en me disant, allez, moi, je vais faire un programme de formation. C'est un programme que j'avais monté chez Canal. Je vais le faire aussi à l'extérieur, etc. J'étais à fond. Je suis allée voir les entreprises. Personne ne m'a répondu. J'ai jamais vendu mon programme. Et le pire, c'est que j'avais, dans ce programme-là, sollicité plein d'experts, etc., avec qui je suis toujours en relation, même parfois amis. J'avais construit le truc. J'étais là, oui, on va vendre ça. Ça ne s'est jamais vendu. Et ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. En fait, moi, j'ai aucun problème à pivoter. De me dire, j'ai tenté. C'est ce qu'il fallait, j'ai tenté. Je passe à autre chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences, des ateliers en entreprise. C'est par ce prisme-là que je suis passée pour ensuite être consultante sur les sujets de culture d'entreprise. Donc ça, c'est un premier échec. Quelque chose que j'ai considéré avant comme un échec, c'est que je considérais que je n'allais pas assez vite. Mais ça, c'est moi. J'ai appris à relativiser. Je considérais que j'allais pas assez vite, que les choses étaient lentes, que j'arrivais pas quoi. Je butais. Et en fait, et ça, la thérapie aide beaucoup à ça, à prendre du recul, de la perspective, me dire en fait non, mon rythme c'est le mien. Et il y a aussi le fait que les gens, on a une image extérieure, mais les gens ne savent pas ce qu'on vit en interne. Et moi, ces 4 dernières années ont été des roller coasters en termes de sujets personnels à gérer, tu vois. Et dans la vie privée, que ce soit dans la vie amoureuse, dans la vie... bref, plein de trucs. J'ai vraiment eu des moments hyper difficiles à gérer. Mais n'empêche, il faut show up. Encore une fois, c'est que... Et j'ai pas de... Encore une fois, je ne suis pas dans l'hypocrisie en faisant ça. C'est-à-dire que je ne me dis pas bonjour, je fais le podcast, mais en fait, je suis trop mal, etc. Quand j'étais mal pendant cette période, je faisais des pauses. Je disais, sorry, mais là, je ne peux pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas, en tout cas, ne veulent pas voir. Ce côté difficile de la vie, en fait. Tu vois, c'est que c'est dur... on a plein de choses qui ne vont pas. Et ça, moi, je n'ai pas de mal à le partager, notamment dans la newsletter. C'est là où je parle de ça, de toutes mes galères, de tous mes questionnements. Et de ta vulnérabilité aussi. Tous mes doutes, ouais. Et c'est quelque chose que j'apprivoise, la vulnérabilité. Justement, c'est quoi ton rapport à la vulnérabilité ? Je l'apprivoise. C'est pas quelque chose de facile pour moi, c'est-à-dire que je pense qu'on a tous ce côté, surtout quand tu évolues dans des milieux où tu es un peu souvent la seule, toujours l'exception, etc. Tu te crées quand même une certaine carapace. L'éducation aussi joue, à toujours être forte, à toujours ne pas avoir mal, ce que j'appelle le no pain, no gain, tu vois, la hustle culture, tu vois, on y va même pas mal.
Tu vois, tu casses un truc, même pas mal, t'avances. Je pense que j'ai eu ça pendant longtemps. J'essaie de le travailler, c'est pas facile. Même avec mes amis, c'est pas facile. Alors que mes amis, ma tribu, comme je l'appelle, elle est exceptionnelle. Et pourtant, c'est pas facile. Je n'arrive toujours pas à être tout à fait vulnérable. Et c'est quelque chose que je travaille notamment à l'écrit avec les carnets de Enger, maintenant que j'ai rebaptisé, qui était l'ancien, le nouveau nom de la news de Gatemery. Et je pense que je vais m'atteler, en tout cas ces prochains mois, à plus travailler ça, à partager plus sur cette partie-là de vulnérabilité. Parce que moi, elle me fait du bien, tu vois. Mais d'ailleurs, tu peux nous parler des carnets de Enger ? Ouais. La newsletter et tout, parce que c'est un des... ça te caractérise, donc... Ouais, la newsletter, je l'avais commencé il y a à peu près 2 ans, je pense, en voulant juste avoir une newsletter, tu vois, parce que je me disais c'était cool de partager aussi les coulisses, etc. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon ton. J'ai beaucoup de mal, parce que tu vois, je savais pas trop quoi dire. J'étais en mode, j'ai donné des tips, mais ça me correspondait pas trop. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, le plus simple, c'est de partager mon propre cheminement sur la réussite. Et j'ai commencé comme ça. Donc, au début, c'était 2 fois par mois, mais trop dur. Donc, j'ai fait 1 fois par mois. Et je l'ai rebaptisé les carnets de Enger parce que le podcast s'arrête et que j'ai tout de même envie de garder le lien. Enfin, j'ai trop adoré cette expérience, j'ai adoré les gens, j'ai tout adoré, etc. Et que j'ai plein d'autres choses que je vais faire après. Les carnets, ça va être vraiment mon laboratoire de curiosité de partage. J'ai vraiment envie de partager des choses qui vont au-delà du monde du travail. J'ai vraiment envie de partager justement sur la vulnérabilité, sur l'amour, sur le fait d'avoir une multiple identité, enfin, vraiment tout ce qui me touche personnellement et qui potentiellement pourra toucher d'autres personnes, j'aimerais bien le partager là-bas. Et là, tu vois, j'ai prévu un bon voyage bientôt. On va en parler si tu veux. Et j'espère pouvoir écrire plein de carnets là-bas pour pouvoir les partager. Donc voilà, c'est un peu... Et je pense que l'écriture du livre m'a aidé à débloquer ça, à juste accepter que j'avais cette part créative en moi, que j'ai toujours refoulée en me disant, non, je ne suis pas créative. C'est pour les autres, la fameuse pensée binaire. J'ai fait un carnet là-dessus sur la pensée binaire, savoir, voilà, je suis une intellectuelle, du coup, je ne peux pas être créative. Enfin, voilà. Et voilà, du coup, les carnets d'Enger, c'est ça, c'est vraiment le lien qui va nous tenir encore. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et parce que là, c'est le dernier épisode et après, c'est fini. Mais justement, voilà, en fait, j'aimerais bien qu'on parle du podcast. Pourquoi est-ce que ça s'arrête ? Puisque là, tu parlais des carnets d'Enger et justement du fait que ça va être un peu la suite, même si ça a déjà commencé avant. Parlons un peu de la fin du podcast. Pourquoi la fin ? Pourquoi ? Ouais, en fait, j'en parlais à un pote récemment. Je lui disais que arrêter le podcast Gatemery, c'est comme si je quittais un mec que j'aimais. Tu vois, c'est un peu trop triste, tu vois. Mais pour des bonnes raisons, tu vois. C'est que ça fait 4 ans quasiment que j'ai ce podcast. C'est hyper chouette. Franchement, j'ai appris tellement de choses, tellement de... Ça me galvanise, quoi. Ça m'a galvanisée. J'ai rencontré des gens incroyables. On partage des choses incroyables. Mais je pense que c'est la fin d'un cycle. Tu vois, tu me disais qu'il y a 10 ans que je suis partie au Rwanda. Et c'est marrant parce qu'avant de partir au Rwanda, j'avais fait un voyage de 1 mois et demi en Asie. Et je me souviens... J'ai encore le souvenir en moi de ce moment hyper précis sur la plage au Cambodge, je crois que c'était à Siem Reap ou je ne sais plus, bref, à Sihanoukville, où je me disais, purée, c'est trop bien. Et en fait, je sens que ce purée, c'est trop bien, il revient là. Ça veut dire que j'ai un cycle de 10 ans, ce qui est long. J'ai cru avoir des fins de cycle, mais en fait, ce n'est pas vrai, ce n'était pas des fins de cycle. Et là, j'arrive aux 10 ans et je me dis, en fait, j'ai besoin d'un nouveau départ. Et je pars en Asie, justement, pour ça. Ça, tu vas nous en parler aussi. Hein. Je pars encore en Asie et je sens vraiment qu'il y a un nouveau départ. Et je le sentais. L'année dernière, je le sentais un peu, mais je n'étais pas sûre, etc. Mais à un moment donné, je ne sais plus par quelle voie, j'ai senti que c'était bon. C'était le moment d'arrêter. C'était le moment où il me fallait, en fait, de l'espace, et surtout il me faut de l'espace. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses en 4 ans, beaucoup de choses, et parfois je me dis waouh, je sais même pas comment je fais, sincèrement. Franchement, moi tu m'impressionnes toujours. Moi je sais pas. Enfin, franchement, je sais, je suis méthodique et tout, et parfois je me dis, enfin quand même voilà. Et là, je sens que j'ai besoin d'espace parce que tu vois, mon mot de l'année cette année c'est la créativité. Et pour être créatif, il faut de l'espace.
Et j'ai besoin de temps libre. Quand bien même avec The Dots, on n'aura pas beaucoup de temps parce qu'on a des projets de dingue. On a des projets de dingue, mais je pense que, enfin, je vais arrêter le podcast, je vais me dire, mais en vrai, le dimanche soir, j'aurais pas à penser à est-ce que j'ai programmé l'épisode, j'aurais pas à regarder mon calendrier chaque semaine pour dire mais il faut que j'interviewe telle personne, enfin, tu vois, c'est du temps que je vais libérer, quoi. Et surtout, il y a une bibliothèque de plus de 150 épisodes de gens hyper différents, et le livre est aussi là pour conclure tout ça. C'est ça, pour sceller un peu la fin. Et je trouve que c'est hyper fort de ta part d'arriver à dire, à stopper quelque chose qui est, un projet qui est vraiment très accompli, tu vois. Tu vois, de se dire, bah voilà, en fait, j'ai accompli cette chose. Ce podcast, il a atteint des écoutes incroyables. Très courageux de ta part de te dire, de savoir dire stop au bon moment. Mais après, comme j'aime le dire, choisir, c'est préférer. C'est pas renoncer. Ouais. Tu vois. Et là, je préfère ma je vais pas dire ma santé mentale, c'est trop parce que ça me perturbe pas dans ma santé mentale de faire le podcast, mais je préfère en tout cas mon temps libre et ma sérendipité. Moi, j'adore ce côté juste libre de la vie où tu te lèves, tu sais pas où tu vas, et ça me manque. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu ça. J'ai une vie trop cadrée, je suis fatiguée. Donc j'ai vraiment envie de ça. Donc là, le voyage, j'ai hâte d'avoir ce moment seul. Justement, parlons de ce voyage que tu vas faire. Non, mais c'est hyper simple. Je repars en Asie. Donc là, je vais en Indonésie pendant 1 mois. Magnifique. Toute seule, et je vais kiffer la vie. Mais ça va être trop bien. Ouais, T'as prévu un truc où vraiment tu vas te laisser porter? J'ai prévu une première nuit. Et après, on verra. J'ai ma première nuit, après, on verra. Et du coup, j'ai vraiment hâte. Et j'ai vraiment envie, je sens que je vais retrouver cette plénitude et ancrage que j'avais en 2014. Donc, ça fait 10 ans. 10 ans déjà. Ouais. Et c'est vraiment tout ce que je me souhaite. C'est génial, c'est ce qu'on te souhaite aussi. Et justement, là, on va parler un petit peu de l'après-podcast avant de passer à la dernière partie déjà, parce qu'on arrive déjà presque à la fin. Et j'aimerais bien que tu nous parles de The Dots, parce que tu disais que là, tu allais arrêter le podcast, mais entre-temps, tu as quand même lancé, il y a quelques mois, avec Jennifer, The Dots, qui est une agence, et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus, et aussi peut-être du podcast African Business Makers. Ouais, alors The Dots, en fait, ça a commencé en réalité il y a 1 an et demi. C'était en février 2023 qu'on a commencé en soum à le faire, parce qu'on ne pouvait pas le dire, parce que Jennifer était encore en poste. Donc, chaque entreprise a une mission, chacune sait pourquoi elle se lève le matin, etc. Et l'idée, c'est, pour réussir ta mission, il te faut savoir un comment, un how. Et ce how-là, c'est ta culture. Et nous, au début, c'était une boîte de conseil. Enfin, au début, on savait qu'on voulait créer un produit, j'avoue. Mais on a commencé par une boîte de conseil. Le constat qu'on fait, c'est que la culture d'entreprise, c'est aussi complexe qu'une personnalité. Tu vois, une personne, c'est complexe. Culture d'entreprise, c'est la somme des personnes qui composent l'entreprise. Donc, chacun son histoire, sa manière de faire, etc. Il y a la théorie et il y a la pratique. Exactement. C'est ça qui est difficile. Du coup, c'est très, très complexe. Pour les humains, on a créé les systèmes de tests, tu sais, les MBTI, etc. Et nous, ce qu'on est en train de créer, c'est un MBTI de ta culture. Du coup, c'est ça qu'on est en train de faire. On accompagne les entreprises à définir quel est le style culturel qu'elles ont, et de par ça, essayer de raccrocher ce style culturel-là à la mission qui leur est assignée, et de savoir, en fait, est-ce que ça leur correspond ou pas. Donc, on accompagne des entreprises assez différentes, de tailles différentes, des grosses, des petites, des moyennes, des scale-up, etc. Pour l'instant, on ne s'ennuie pas. J'imagine. Nous avons de quoi faire. Et l'idée, c'est vraiment de créer un produit assez solide là-dessus. Donc, ce qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Mais je suis très heureuse d'avoir une associée en or, Jennifer. Ça, c'est très précieux. Ouais. On saurait le répéter. Qui est une amie et qui reste une amie après la boîte. Du coup, franchement, on s'amuse. Et c'est vraiment tout ce que encore une fois, tout ce que je dit dans le podcast, etc., sur comment être aligné avec soi, etc., c'est vraiment ce qu'on fait pour les entreprises. Ah, mais génial. J'ai hâte de voir la suite, même si je suis régulièrement ce que tu fais. Et du coup, pour répondre à ta question par rapport à African Business Makers, là aussi, c'est l'idée de... ça rassemble des choses que j'aime et que Jennifer aussi aime. Je ne lui impose pas mes choix, que je sois claire. Elle est consentante, elle adore ce qu'elle fait aussi, je pense. African Business Makers, moi, il y a ce truc toujours
cette pensée binaire encore de me dire, j'aime plusieurs choses différentes. J'adore tout ce qui est alignement, sens, tout ce qu'on dit sur Gâté Mairie. En même temps, j'adore le business. C'est vraiment un truc... J'ai essayé de m'en défaire pendant un moment en pensant que ce n'était pas compatible. Mais en fait, maintenant, je l'assume. C'est vraiment, voilà, chez Canal, c'est tout ce que j'ai fait, c'était de lancer des business. J'adore partir d'une feuille blanche et de me dire comment je peux créer quelque chose où je fais rencontrer une offre et une demande et créer de la valeur derrière, tu vois. Et African Business Maker, c'est vraiment un podcast dédié juste au business. C'est 100% business pour le coup. Et on va rencontrer des CEO en Afrique, parce que l'Afrique me manque, mine de rien. Ça fait 4 ans, ça me manque, parce que quand, effectivement... Au final, on y revient. Ouais, ça te manque. En tout cas, moi, ça m'a manqué. Et on va rencontrer des CEO d'entreprises qui opèrent sur le continent pour qu'ils nous racontent comment, en tant que CEO, ils arrivent à créer une culture qui fait que le business marche. Et voilà. Donc, on a plein de CEO. Là, on a fait la saison 1. On a une dizaine de CEO sur la saison 1. Et on va voir ce que va devenir la saison 2. Mais pour l'instant, on fait la saison 1 d'abord. Ah, mais et on voit. Voilà. Écoute, on va passer à la dernière partie. On va passer au tamis de Gâté Mairie. Ouais, je l'ai obligée de la poser. Enfin, en plus, je prends un malin plaisir à le poser aux gens, ça. Et bien là, ça va être ton tour. Tu vas passer derrière le micro. Là, c'est moi qui vais y passer. Quelle vie. Si on repart sur le sweet spot, en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui ? Je ne suis pas encore à ma place. Je la construis. Je me sens à ma place, en tout cas, parce que je pense être drivée par des valeurs qui me portent. Celle du partage, celle de l'expression maintenant, celle de la curiosité, de la créativité, etc. Sur ça, je suis sur mon sweet spot. Je ne suis pas encore arrivée parce qu'il manque encore de l'argent. Ça va venir, ça va venir. Non, mais ça, tranquille. Mais en tout cas, je veux être à l'aise financièrement et ça, ce n'est pas encore le cas. Et je suis dans mon sweet spot parce que je suis entourée de gens exceptionnels. Que ce soit mes amis, ma famille... Ta tribu, comme ma tu tribu. dis, ouais. J'ai des gens exceptionnels, mais vraiment. Et shout out to all of you. Non, je vais le faire en français. Et vraiment, j'ai un entourage exceptionnel. Enfin, mais pour tout, même pour les clients avec qui on bosse, les personnes qui nous accompagnent. J'ai vraiment beaucoup de chance, beaucoup de chance. Et gratitude infinie. C'est génial. Et du coup, aujourd'hui, après ces 4 ans, après ta traversée du désert, le podcast, enfin, tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que la réussite pour toi aujourd'hui et en quoi ça a évolué ? Avant, je pensais que réussir, c'était, tu vois, gagner beaucoup d'argent, tout ça. Aujourd'hui, et c'est une question qui me taraude vraiment, et je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour moi, la réussite, c'est la liberté d'être soi. Mais vraiment. C'est magnifique ce que tu dis. Mais vraiment être soi. Alors, quelle est ta plus grande fierté personnelle ? Plus grande fierté ? C'est gros, je sais pas. Quelle est ma plus grande fierté ? Franchement, je pense d'avoir fait ce podcast. Mine de rien, parce que tu vois, c'est un truc, c'est une intuition. Au départ, je me souviens, on m'avait dit, voilà, tu feras que 200 écoutes. Je sais pas qui t'a dit ça, mais il s'est bien trompé. Hein. Et puis, même au-delà des écoutes, non, franchement, d'avoir tenu le truc, d'avoir embarqué une communauté, d'avoir... ouais, je pense que c'est une bonne fierté. Je sais pas si c'est la plus grande fierté, mais en tout cas, c'est ce qui me vient spontanément, ouais. Oh, mais trop bien. Et aujourd'hui, tout à l'heure, on a un petit peu parlé de ça. On parlait de la santé mentale, mais on n'a pas creusé. Aujourd'hui, toi, comment tu prends soin de ta santé mentale ? Parce qu'avec le burn-out que tu as vécu, avec tout ce que tu as vécu... Avec de la solitude. Moi, tout à l'heure, tu m'as posé la question, qu'est-ce que j'ai appris pendant ce podcast, enfin, pendant cette aventure ? Moi, je suis une fausse extravertie. Je suis très sociable. Vraiment, je suis sociable. Il n'y a aucun problème. En revanche, quand je suis avec les gens, je donne tellement d'énergie que quand je les quitte, j'en ai plus, en fait. Je suis comme toi. J'en ai plus du tout. Moi, je suis te ressourcer, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, c'est vraiment la solitude. D'être seule, de prendre du temps à ne rien faire. Et c'est pour ça que je disais que j'ai besoin d'espace, parce que ces temps-ci, j'ai plus le temps de ne rien faire. Je fais tout le temps. Et j'ai juste envie d'être. Et c'est le moment où je suis avec, je suis, voilà, le verbe être, quoi. Dans mon être-té, comme on dit, c'est là où je suis bien. Donc, plus je multiplie ces moments de solitude, d'introspection, et mieux je suis avec moi-même. Et justement, quand est-ce que tu te sens le plus connectée à toi-même ? Je pense que c'est quand je suis au contact de la nature. Vraiment, soit j'ai
les pieds dans le sable, soit je marche en forêt, soit... Ouais, ce truc de connexion à la nature. Moi, j'aime bien me promener le matin. Je suis un peu une mamie. Hein. J'ai vraiment des routines de mamie. Mais j'adore ça. Et je pense que c'est là où je suis connectée, quand je suis dans la nature. Et si on reparle de l'argent, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à l'argent et comment il a évolué ? Mon rapport à l'argent a toujours été très clair. Moi, j'ai jamais eu de honte, en tout cas, à dire que je veux de l'argent. Et c'est marrant parce que et l'année dernière, je déménageais. Et j'ai appelé mon père en pleurant, en disant j'en ai marre de monter, j'en ai marre quoi, c'est dur de déménager et de monter des trucs etc, de payer de l'argent et tout. Et mon père, vu qu'on est que des filles, il nous a toujours appris à bricoler, changer des pneus, etc. Et quand j'étais petite, et il me l'a rappelé quand je l'appelais en pleurs. Apparemment, je lui disais ah mais papa, moi je veux pas regarder parce que de toute façon plus tard je serai riche et je vais payer des gens pour le faire. Et là je me plaignais, il me dit voilà, tu vois, tu voulais rien faire. Donc moi depuis petite j'ai toujours, l'argent n'a jamais été un sujet et pour moi l'argent c'est un moyen. Et récemment d'ailleurs dans un épisode avec Inès Leonarduzzi, elle en parlait justement de ce rapport à l'argent et que l'argent, c'est un moyen. Et moi, l'argent, c'est un moyen pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. J'aime bien, je le dis toujours, j'aime bien la douce vie. Je considère qu'on n'est pas là pour souffrir. Clairement. Qu'il faut faire des massages. J'aimerais bien avoir ma grande maison avec mon grand jardin. J'aimerais bien pouvoir me payer tout ce que je veux, payer tout ce que je veux à mes proches. J'aimerais bien faire plein de cadeaux aux gens. Donc, ouais, l'argent est un moyen. Donc, moi, l'argent, j'ai aucun problème avec ça et j'ai jamais eu de problème, en fait, avec l'argent. En tout cas, mon rapport a toujours été sain. Et quelle est ta définition de l'amour ? L'amour. Oh, j'adore l'amour. J'aimerais trop écrire sur l'amour un jour. Définition de l'amour. Ouh là là, c'est dur, en fait. Hein. Ça, je pose ça aux gens. Ah bah c'est hyper dur, hein. Parce que l'amour, ça a tellement de formes différentes. Je pose ces questions aux gens, c'est trop dur. Quelle est ma définition de l'amour ? Je pense que l'amour passe par l'attention, l'amour passe par l'acceptation, l'amour passe par le partage, évidemment, et l'amour passe par la connexion. Et que ce soit pour tout, hein, l'amour sentimental, amical, fraternel... Et l'amour, c'est beau. Ouais, mais oui, c'est une des plus belles choses dans la vie, hein, au final. Hein. Et genre, c'est très divers, en plus. Ouais. Comme tu le dis. L'amour, c'est génial. Et j'imagine que là, si on fait le point, tu vois, tu as appris plein de leçons dans ta vie, et notamment avec le podcast, avec tout ce que tu as... avec les 4 dernières années et même avant. Quelle est la leçon de vie que tu as mis le plus de temps à apprendre ? C'est dur, ça aussi. Ouais. Attends, je pose ces questions, genre, je suis horrible, en fait. Il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est à me faire confiance. Parce que, je le dis toujours, j'ai confiance en mes actions, mais j'ai peu confiance en moi. Mm-hmm. J'ai vraiment confiance en mes actions. Je sais que quand je définis quelque chose, je vais le faire. Et ça, j'ai confiance en moi, en tout cas, en mes actions. En revanche... j'ai peu confiance en moi et je suis sûre que les gens ont plus confiance en moi que j'ai confiance en moi-même. Mmh. Et c'est pour ça que dès que je doute, j'en parle aux gens. Je doute, je dis, mais est-ce que tu penses que je peux le faire ? Mes amis, et pour ça, ma tribu est toujours là. On me dit, mais bien sûr tu peux, mais of course tu peux. Et j'y vais. Mais ça, c'est vraiment une leçon de vie que je continue à apprendre, à me faire confiance à moi-même et à me faire confiance juste tout simplement moi et pas forcément à travers des actions. Mmh. Ça, c'est une première chose qui me vient. La deuxième chose qui me vient, c'est ce que j'ai appris tardivement, c'est à être moins spontanée. Je suis très spontanée comme personne. Je suis vraiment cray quoi. Solaire. Je suis un peu beaucoup trop spontanée. C'est bien, parfois. C'est bien d'être spontanée, etc. Je suis naturelle, etc. En revanche, je trouve que pendant longtemps, j'ai pris des décisions un peu trop hâtives et pas assez réfléchies. Mais je pense que la vie d'adulte aide aussi à te poser. Hein. Donc, ouais, c'est spontanéité. Donc, confiance et spontanéité. C'est très beau. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? J'en ai eu plein des conseils. Le meilleur, celui vraiment qui t'accompagne. Je pense que c'est sois toi-même. Sois toi-même. Ton père, en fait. Ouais, mon père. Des amis. Enfin, c'est un truc qui revient souvent, mais oui. Mon père nous a toujours dit ça. De ne pas se... il y a quelque chose qui dit... il nous a toujours dit, c'est
Vous êtes 100% sénégalaise, 100% française. Prenez le meilleur des deux pays et délaissez le reste. Magnifique. Et ça, c'est un truc, c'est naturel chez nous. Enfin, en tout cas, il l'a dit à mes sœurs et moi. Après, chacune le prend à son... Ouais, pour soi, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, sois toi-même. Et l'authenticité, c'est quelque chose de très important pour moi et en même temps très difficile, en tout cas, le regard de l'autre. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, j'étais à Dakar avec un ami. Et on était ensemble pendant un moment. Et après, on a croisé une autre fille qui venait, je pense, d'Allemagne. On a vachement sympathisé et tout. Et il m'a dit, je ne t'ai pas reconnue. Et j'étais en mode, comment ça, tu ne m'as pas reconnue? Il dit, je sais pas, tu étais différente. Je dis, en fait, non, je suis pas différente. C'est une autre partie de moi-même qui s'est exprimée. Et ça, je trouve que c'est hyper difficile à faire comprendre aux personnes qui n'ont pas d'hybridation identitaire. Parce que quand tu as une hybridation identitaire, tu as plein de parts différentes en toi. Exactement. Et ces parts-là vont s'exprimer différemment selon le contexte, le milieu, les gens, etc. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a vexée. En me disant, mais purée, il croit que je suis fausse, en fait. Il croit que j'ai joué un jeu en mode, j'ai voulu faire la meuf, etc. Alors que pas du tout. J'étais vraiment deeply moi-même. Être moi-même, c'est vraiment de me dire, je suis moi-même quoi qu'il arrive. Et si je donne une image différente à l'autre, c'est son problème. Exactement. Et puis en plus, il y a plusieurs, on a plusieurs parts dans nous-mêmes. On n'est pas une personne, on n'a pas un seul comportement. Tout dépend des humeurs, du temps, des gens qui on est en face. Et puis après, vraiment, c'est ce côté... je sais pas, moi, quand je vais au Sénégal, mon père, maintenant, il est calife. Quand je vais au Sénégal et que je dois me comporter devant... que je suis dans l'environnement de mon père, je me mets en mode fille de calife, tu vois. Exactement. Je vais au marché pour acheter mes fruits, je me mets en mode petite robe, j'y vais. Tu vois, et il y a toutes ces parts en nous. Ça veut pas dire qu'on est pas authentique. Exactement. Est-ce que tu peux compléter la phrase? Le monde a besoin de... Le monde a besoin de plus d'amour, plus de joie et plus de légèreté. Magnifique. Et de paix aussi. Oui, de paix, surtout de paix. Dans les temps actuels. Et si on doit conclure, c'est quoi ton mot de la fin? Oh my God, un mot de la fin pour ce dernier épisode de podcast. Franchement, merci. Franchement, là, il ne faut pas que je pleure. Non, mais vraiment. Si tu as envie de pleurer... Il ne faut pas que je pleure, mais vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur, merci. Parce que, je pense que les gens ne se rendent pas compte du cadeau, chacun d'entre vous qui écoutez le podcast, du cadeau que vous me faites, que vous m'avez fait. Parce que c'est un cadeau hyper précieux. Et il y a eu la soirée de lancement du livre qui était incroyable. La célébration était incroyable. Et je ne saurais remercier toutes les personnes qui ont écouté le podcast, toutes les personnes qui sont passées sur ce podcast pour partager des épisodes courts, longs, whatever. Lisa, je te remercie 1000 fois. Avec plaisir. Hein. Vraiment, Soukaina, toutes les personnes qui m'ont aidée de près ou de loin, Khalid, mon monteur, parce qu'au début, je montais pendant une année, après, j'ai vite délégué. Et merci Khalid pour tous mes... Je suis hyper exigeante en plus, moi je suis chiante. Je suis une personne très chiante. Mais tous ceux qui travaillent avec moi, mes stagiaires, Léa, mon apprentie Sarah, Yacine qui m'accompagne aujourd'hui sur les réseaux. Bref, vraiment, je ne saurais dire assez merci. Et j'ai conscience de la chance que j'ai, sincèrement. Donc merci de rendre ça possible. Magnifique. Écoute, c'est un super mot de la fin. Merci à toi, Enger, pour tous ces beaux épisodes. Et puis, à bientôt. À bientôt sur les carnets de Enger. Du coup, ce sera notre lien, une fois par mois, où je vous partagerai toutes mes actualités, parce que j'en aurai d'autres, forcément. Le livre aussi, on n'en a pas parlé, mais le livre est actuellement en librairie. Il est sorti le 23 mai. Et voilà, le livre, partagez-le autour de vous. Achetez-le. Faites-en. C'est vous qui allez donner... Faites-en un cadeau à vos proches. C'est vous qui allez donner vie au livre. Moi, j'ai fait ma part. J'ai partagé. Maintenant, le reste, c'est entre vos mains. Merci beaucoup. Merci à toi, Enger. Ciao.